It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything be wrong? Good day from morning till night. It's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain, nothing to lose. Good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing. Bonjour à tous, bienvenue dans ce jour de brocante spécial Belgique. Et oui, regardez cette magnifique place, c'est la Grand Place de Bruxelles. Ici, on n'a pas besoin de venir chiner pour une occasion particulière puisque c'est tous les jours, jour de brocante. Il y a des rues à côté entièrement dédiées à la brocante et aux antiquités. Et il y a même ici un marché aux puces quotidien. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut tout faire à pied. Vous êtes prêts? Sommaire. Danny est un Belge pur souche et comme tant de ses compatriotes, son truc, c'est le chocolat. Depuis 20 ans, il collectionne tout ce qui se rapporte à cette spécialité belge. Et s'il en croque toute la journée, il y a des barres chocolatées auxquelles il n'est pas question de toucher. Des années 50, début 60, c'est impossible encore à trouver, je pense. Pour moi, c'est le loto, voilà. À Ciné, les professionnels du monde entier se retrouvent pour aller chiner au cul du camion. David Libotte ne fait pas entorse à la règle. Ce brocanteur bruxellois a fait le déplacement et nous donne ses astuces pour ne pas laisser passer les belles affaires. Voilà, donc 900 €, c'est une somme, mais ne fût-ce que la valise ici que vous voyez en croco, ça va coûter plus de 10 000 € facilement. Ces jours d'expertise gratuite dans cette salle des ventes de Lille. Les commissaires-priseurs Patrick Deguine et Hubert Deloute accueillent les chineurs pour estimer leurs objets. Ce vase typiquement belge, ces petits bronzes et ce miroir qui est loin d'être aussi ancien qu'il y paraît. Je peux rater? Allez-y, allez-y. Ça, c'est de la résine. Non. C'est de la résine. Ah oui, ça, je m'y attendais pas là quand même. Bienvenue chez Marie-France et son mari à Liège. Le couple a choisi d'ouvrir une chambre d'hôte sous le signe de la Belgique. Balance et escalier liégeois, mais aussi vaisselle du pays. Des objets qui leur permettent de partager de bons moments avec leurs hôtes. Faites attention à ce que vous allez répondre, mais ce service a le même âge que moi. Le modèle Atomium de 1958. Oh, j'ai avoué mon âge. Et pour débuter notre périple belge, retrouvons Églantine pour une journée exceptionnelle de Chine à Bruxelles. Elle y a trouvé un drôle d'objet mystère qui a intrigué les passants. C'est un truc de dingue, hein? Oui, hein? Et on trouve ici des trucs de dingue. C'est ici que se tient tous les jours un marché aux puces. Et c'est aussi sur cette place qu'un des plus célèbres reporters du monde a découvert en 1942 une licorne. Je parle bien sûr, vous l'avez deviné, de Tintin dans le célèbre album Le secret de la licorne. Eh bien Tintin, il est belge, comme son auteur, et de l'autre côté de la place, il y a une boutique mythique ici, entièrement dédiée à l'univers de Tintin. 1000 milliards de mille sabords, il faut y aller. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Bonjour Bonjour Églantine. Olivier, Comment vas-tu? ça va bien et toi? Très bien. Oula, deux bises hein, en France. Ah zut! Et alors dans quel sens déjà? Alors En vous Belgique, c'est c'est une seule. Hein. une seule. Mais une belle. Hein. Et, ah oui comme ça. Voilà. Voilà la belge. Et regarde, regardez là tout de suite, il y a Tintin qui nous accueille. Et Milou. Olivier, Tintin, il n'y a que 24 albums, c'est quand même pas énorme dans l'univers de la BD. Pourquoi est-ce que c'est devenu un tel phénomène et c'est la BD la plus recherchée aujourd'hui chez les collectionneurs? Bon, ben, c'est quand même plus de 200 millions d'albums vendus à travers le monde. 200 millions quand même. 230, traduits dans plus de 80 langues, plus les énorme. patois, etc., etc. J'imagine quand même que ce qu'on vient chercher chez un spécialiste de la BD de Tintin, ce sont les éditions originales. Tout à fait. Ici, on a Tintin au pays des Soviets, donc, qui est le premier album paru en 1930, en noir et blanc, original. C'est le tout premier Tintin. Donc, Tintin oui. au pays des Soviets. Il en reste beaucoup aujourd'hui? On en trouve de temps en temps, mais c'est très dur de le trouver en très bon état. Et c'est vraiment ça qui fait le prix du livre. Donc ça vaut, j'imagine, très cher.
Ça vaut quelques milliers d'euros. Allez, entre 5 000 et 8 000 euros, quelque chose comme ça. Ah oui, voilà. c'est Il y a un énorme. siège pour s'asseoir, si jamais le... Non, ça va aller, ouais. Ah oui, c'est énorme. Et alors, si je le trouvais dans un état totalement neuf, ça peut aller jusqu'à quel prix? Ouf, ça peut aller jusqu'à 40, 50, mais 60, si certains dingue. collectionneurs se le disputent. C'est vraiment le saint graal du collectionneur d'Hergé. Le saint graal du collectionneur, c'est moi qui l'ai. Voilà. Au revoir, j'étais ravie. Non, je rigole. Si j'en trouve Oui. dans les brocantes, comment je fais d'abord pour identifier une édition originale d'une réédition? C'est pas évident parce donc, que... mais justement, j'ai un test pour vous. Alors, vous m'avez Donc j'ai prévu préparé ça. quelques albums. Je vais passer et de l'autre côté. Donc c'est 4 albums identiques. Le Trésor Ouais. de Rackham le Rouge. Voilà, il y en a un qui vaut 5 euros, l'autre 20 euros, l'autre 200 euros et l'autre Vous me les avez 3 mis 000 dans- euros par exemple. Oh là là, je crois savoir qu'il faut regarder le dos de l'album pour en déterminer l'édition. Ce qu'on appelle le Le quatrième quatrième plat. plat. Donc ça va être le plus vieux. Voilà, ceci est le plus vieux. Donc ça, c'est la première édition. Donc ici, on est en 45. Celui-ci, c'est 46. C'est un B1, ce qu'on appelle un B1. On le reconnaît parce que Ah, il y a une c'est erreur de mauve. Il couleur. y a une erreur de couleur ici. Oh, c'est le drôle. mauve et le... ouais. Celui-ci, donc c'est un peu plus tardif, vous me disiez. Donc ici, vous regardez en fait le dernier titre au catalogue, c'est déjà Tintin au Tibet, qui est sorti en 1960. Ah, ça c'est une bonne astuce. Regardez Donc le il faut quatrième vraiment regarder titre. le dernier dernier titre titre du au catalogue, qui Eh permet oui. de J'y aurais donner pas une pensé. année à votre Tintin. Et ici, ce sont les derniers. Donc c'est le Oui, dernier ça c'est tout à fait récent, hein, donc on le voit très bien. D'ailleurs, il y a un titre ici Et donc là, j'ai un album à 7 euros et le plus vieux. de 3 000 euros, quoi, voire plus. D'accord. Alors Hergé a une particularité aussi, c'est qu'il a été très avant-gardiste. Ça a été le premier à penser aux produits dérivés. Ah, il y a les personnages dedans. Mais bon, ça c'est des petits prix évidemment, de 20 euros la Ah voiture. oui, c'est bien. Il y a ces objets de collection qui sont donc les voitures à roue de chef, Ah, faites par un sculpteur. c'est Arouchev, c'est Et celui donc, qui c'est avait du- fait la fusée, là. Voilà, c'est ça. Ah oui, les poètes. Alors je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça un poète. C'est tout simplement poète. pour ça. Ça, c'est accessible C'est dans les 90. à 90 euros quand même. C'est un foulard en soie, donc Alors, qui attendez. est On sorti voit en des- 1945 On voit des pour scènes. la commémoration de la libération de la Belgique en fait. C'est super joli. Il y a des extraits de scènes de chaque. Ah oui, non, c'est magnifique. C'est chaque magnifique. album. C'est vraiment très, très rare. Donc des produits dérivés, il y en a des tonnes, hein, et de toutes les périodes. Et là, j'ai mis la main sur quelque chose, là. Ça a un rapport avec Tintin? Ah oui, oui. Mais ça, c'est donc les clichés originaux de Tintin au pays du Soviet. C'est ce qui a servi pour l'impression ici du C'est les Soviet plaques qui servaient? en 1930. Donc, Incroyable. on voit la page 53, case numéro 1, donc on va essayer de la retrouver ici. Voilà, donc si on prend le cliché, et évidemment qu'on le remet à l'envers, voilà, ça correspond tout à fait. exactement, C'est ce qui a servi à l'impression ici. Incroyable, vous avez réussi à retrouver ça. C'est vraiment une pièce de musée, mais Ça, c'est c'est l'amoureux de magique. Tintin C'est qui magique. regarde, Ça, voilà. c'est vraiment voilà, des choses qui sont pas vraiment à vendre. Non, mais c'est ça qui est magnifique chez Tintin, c'est que voilà, on peut être tintinophile et chercher des pièces extrêmement rares mais qui ont de la valeur. On peut aimer Tintin et avoir envie de se faire plaisir avec des petits objets plus ou moins chers. Tout à fait. Merci beaucoup, Olivier. C'était un plaisir. Maintenant, Bah, je sais. merci à vous. Je sais Vous faire la savez, bise, regardez. vous êtes sûr, hein? Une seule. Ça va. Vous savez qu'il y a des villes en Voilà. France où on en fait 4. Ouf. Oh là là, bah, vous êtes parti pour toute la journée. Hein. C'est ça. Bonne journée, merci. Merci, Au hein. revoir. Vous le savez, chaque semaine, je déniche sur la brocante un objet qui m'intrigue, un objet mystère. C'est ensuite à vous de deviner de quoi il s'agit. Vous êtes prêts? Attention. Tadam! Voilà l'objet du jour. C'est assez bizarre quand même, hein? Je vous en dis plus, regardez. Un tube, il s'ouvre, un trou, un autre trou. Vous avez deviné de quoi il s'agit? Je suis sûre que non.
Je vais vous laisser chercher, vous avez encore toute l'émission. À la fin de l'émission, on va retrouver le brocanteur qui me l'a prêté. Il nous expliquera comment ça fonctionne. En attendant, je vais aller voir si les chineurs belges résolvent cette énigme. Bonjour mademoiselle. Regardez, j'ai trouvé ça sur la brocante. Avez-vous déjà vu ça? C'est bizarre, hein? Ouais. C'est un objet qui est utile pour quelque chose? Très utile. Bilboquet. Un bilboquet, montrez-moi, essayez. C'est un objet très utile. Ah oui. Ouais. Ah, ça vous laisse quoi, hein? Vous l'avez utilisé? Ah, mais pas encore, mais je le ferai volontiers. Il n'y a pas un parapluie qui vient au-dessus? C'est une bonne idée, non, c'est pas ça du tout. Aucune idée. Quel est le bon sens? C'est pas évident. Une chaise. Pour une chaise? Un pied de chaise, non. Il y a un concours ou quoi? C'est un jeu. À la fin de l'émission, on donne la réponse. À la fin de l'émission. Ah. Bon, ben je suis désolé, je vois pas. Merci d'avoir tenté. Merci, Bonne je vous en journée. prie. Au revoir. Je vais continuer à demander aux chineurs de la brocante s'ils connaissent cet objet mystère dans un instant, mais pour le moment, j'ai une autre question pour vous. Connaissez-vous la valeur exacte de ce vase qui trône sur votre cheminée depuis toujours? Ou de ces verres de cristal dont vous avez hérité de votre grand-mère? Eh bien, le mieux, c'est de vous adresser à des commissaires-priseurs. Ils organisent dans toute la France des journées d'expertise. Elles sont gratuites et réservées aux particuliers. Et aujourd'hui, nous allons suivre 2 commissaires-priseurs, non pas en Belgique, mais juste à côté, puisque nous allons à Lille. À quelques pas du centre historique de Lille, un des hôtels des ventes de la ville accueille comme chaque semaine les particuliers pour une journée d'expertise gratuite. Merci. Je vous en prie, bonne journée monsieur. Ce matin, c'est Patrick de Guine, commissaire-priseur en chef, qui est aux commandes. Bonjour monsieur. Et la journée commence avec ce monsieur qui s'étonne du succès des enchères du vase qu'il a posté sur Internet. Un vase qui semble intéresser pas mal de contacts que j'ai eus par le biais d'une annonce. Alors je pense avoir fait moi-même une estimation peut-être inférieure à ce que vous pourriez faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est signé de Keramis, voilà, grande maison belge, numéroté. L'intérêt de ce vase, c'est qu'il date des années 25 avec un décor très stylisé, motifs végétaux stylisés sur un fond irisé, vert et gris, en grès. Donc c'est très lourd, c'est qualitatif. Pour les vases, la taille de l'objet fait partie intégrante du prix. Patrick s'empresse donc de le mesurer. Ça fait 22 cm précisément. Je dis pas que c'est vendu au centimètre, mais bon, il a une taille sympathique. De mémoire, j'étais sur 25, mais c'est ça. C'est recherché par nos amis belges, notamment, et aussi des collectionneurs du nord de la France. Pour moi, ça vaut entre 100 et 150 euros. Bon, je ne vous cache pas que je l'avais mis aux alentours de 50 euros sur l'annonce. D'accord. Voilà. Pas mal de La contacts. salle des ventes, c'est le vrai prix. Voilà. Résultat, ce monsieur va retirer son vase d'Internet et laisser le soin à notre expert de le vendre. Conseil d'expert. La signature Keramis apposée à la main sur le dessous du vase permet de dater sa production au début des années 20. Lors de ces journées spéciales, les objets se suivent et ne se ressemblent pas. C'est au tour de ce couple. J'aime bien les surprises, donc... Ah bah vous allez en avoir une. Bon. Venu avec une toile grand format, typique du Nord. Belle matière, donc c'est voilà, ce qu'on appelle un paysage industriel. Oui, Voilà. c'était la spécialité de Barton. d'après les recherches que l'on a pu faire. D'accord. Voilà, c'est signé en bas à droite. Barton. Je dirais que ça doit dater entre 1905 et 1915, quelque chose comme ça, dans ces années de maturité. Albert Bartson est un peintre belge du 19e siècle, connu pour ses paysages. C'est un bon paysage du Nord, ce qui donne pas toujours une bonne image de notre pays. Là, c'est un paysage tout gris, quoi. Et ce qui va relever le tout, c'est la petite touche de rouge qu'il y a sur la péniche, le rouge et le vert. Autrement, tout le reste, c'est gris, bleuté et un peu marron. Et on retrouve des silhouettes comme les usines de l'époque où on avait chaque fois une tour avec un château d'eau en haut. Alors, on voit qu'il y a pas mal de matière. Le peintre, il n'était pas radin en couche de peinture. Ça lui donne de la personnalité. Pas forcément plus de valeur, mais est-ce qu'on a envie d'avoir un ciel tout gris chez soi quand on n'a pas le moral? Je suis pas sûr que ça mette de bonne humeur cette histoire. C'est quoi ça, pas avoir le moral?
Pour estimer cette grande toile début 20e, notre commissaire-priseur doit d'abord se documenter et regarder la cote du peintre sur Internet. Je pense que c'est un tableau qu'on peut estimer entre 1000 et 2000 euros au vu des résultats. Voilà. Et qui pourrait être passé en grande vente et qu'on peut peut-être même vendre à un musée. C'est pas impossible. L'estimation d'une toile dépend aussi de sa couleur. Plus gaie, elle aurait sûrement valu plus cher. Pour autant, le couple ne la laissera pas. Il souhaitait juste une expertise. Je ne savais pas du tout s'il avait une valeur quelconque ou quoi. Et c'est très bien, c'est très sympa et ça permet d'avoir une appréciation d'expert sur quelque chose que l'on aime bien, quoi. La journée continue avec... Une paire de petits bronzes qui viennent de mes parents, qui eux-mêmes les tenaient d'une grand-tante, enfin ça doit être très ancien, et un petit vase qui vient aussi d'une grand-tante. Et voilà, je voulais savoir ce que ça pouvait valoir. Les expertises gratuites sont l'occasion parfaite pour cette dame. C'est charmant, ce sont deux petites sculptures en bronze. C'est Barbedienne. Voilà. Barbedienne, c'était un éditeur qui était très actif dans les années 1860-1880. C'était des bronzes qui étaient fondus quand même à de nombreux exemplaires. Mais ce n'est pas un sculpteur original qui a fait la pièce, c'était des reprises de modèles de l'Antiquité. Et la paire, ça vaut à peu près dans les 150 euros. Alors, vous voyez, ça fait peut-être une dizaine de centimètres de hauteur. Si c'était plus grand, ça serait plus cher. Ah oui, non. Mais voilà, ils sont tout petits. Oui. Effectivement, l'intérêt, c'est qu'on a... Ils sont mignons. Quand j'étais petite, je pensais que c'était Adam et Ève, je ne sais pas pourquoi. En principe, ils sont puis plus après, dénudés. On m'a dit non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment des modèles d'après l'antique qu'on doit pouvoir retrouver, peut-être conservés au Vatican ou quelque chose comme ça, quoi. Cette collectionneuse est venue avec un troisième objet miniature. C'est un cloisonné, c'est Japon, fin 19e. Vers 1880, 1900, voilà. C'est assez caractéristique, avec des papillons, des fleurs épanouies, des enroulements sur un fond noir. Comme c'est tout petit, ça vaut pas, voilà, ça vaut pas très cher. Vous avez des objets particulièrement petits, parce que le même modèle comme ça, c'est 1500 et pareil pour le vase en fait. Et donc ça vaudrait 20-30 euros, pas plus. Pas plus. Donc pour ce prix-là, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de le vendre. Je ne vais pas le vendre. Fin de matinée pour Patrick, qui passe la main pour l'après-midi à son associé, Hubert Deloute. Ah, j'aime bien le petit Memento Mori. Il est joli, quand même. Ouais. Notre deuxième commissaire-priseur va se prêter au jeu des expertises. Et ça commence par un miroir chiné en braderie. Un objet plus énigmatique qu'il n'y paraît. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Vous allez bien? Très bien. Allez-y, asseyez-vous. Le problème, c'est que je l'ai montré à plusieurs personnes uniquement par photo. Et j'ai tout entendu sur les époques. Certains du 18e à aujourd'hui, j'imagine? On m'a dit du 18e jusqu'à 1950. D'accord. On va voir si on peut faire quelque chose. Hein. Voilà, moi ça me paraît pas tout neuf, parce que déjà il est assez lourd. La glace paraît assez épaisse. Mais au premier coup d'œil... Malheureusement, il ne s'agit pas d'un miroir d'époque Louis XVI. Et ici, ce qui ne trompe pas, c'est le montage. En principe, quand on regarde le montage sur ce type de glace, on avait donc un montage à croisillon, on avait donc une petite attache qui venait donc se fixer à l'arrière. Ensuite, il a été patiné dans un but... Il faut vieillir. Voilà, exactement, comme si on avait voulu faussement le vieillir. Qui, malheureusement pour moi, donc, n'est pas du tout d'époque Louis XVI. Je pense que c'est un miroir qui est de style Louis XVI, qui a été fait au XXe siècle, peut-être en 1930, 1950. Et pourquoi pas, en revanche, plutôt Napoléon III, 1900 ? Au XIXe siècle, on avait quand même des meilleures qualités d'assemblage, et puis on n'aurait pas eu cette volonté de tromper. Mais ce qui interpelle surtout notre expert, c'est la matière même du miroir. Comment expliquer qu'il pèse si lourd ? Il continue son enquête. Ça serait intéressant, c'est de gratter ici. Je n'ose pas le faire. Je peux gratter ou pas ? Allez-y, allez-y. Et là, stupéfaction, le miroir n'est pas en bois. Ouais, c'est de la résine. Si, c'est de la résine. Tout ça, c'est de la résine. Un coup dur pour ce jeune homme. Ouais, ça, je m'y attendais pas là quand même. Une découverte qui explique donc le poids de l'objet. Vous allez prendre la loupe et vous allez regarder ces petits points blancs ici. Ah oui, non, mais je vois bien, en effet, là. Donc la résine, c'est un plastique, et forcément, ça coûte bien moins cher que réaliser un miroir en bois sculpté. Et ce n'est pas tout. Et quand on regarde en plus le miroir, malheureusement, il a de mauvaises proportions. Regardez les pieds patins qu'il a. En principe, généralement, ça s'arrête toujours ici. Un objet que le jeune homme a acheté 80 €.
avec tous ces rebondissements, quelle sera donc l'évaluation de notre commissaire-priseur? Donc c'est un miroir qu'on va estimer plutôt entre 30 et 50 euros. Et c'est un objet qui était fait pour tromper. Hein. Oui. Malgré la mauvaise nouvelle, ce jeune homme fait contre mauvaise fortune bon cœur. Bon, bah, tant pis, on peut pas faire des bonnes affaires à tous les coups. Hein. Ça arrive, bon. Bon, malgré tout, il reste assez joli et il décorera mon salon. Fameux objet mystère. Il faut reconnaître que cette semaine, il est vraiment particulier. Moi, je n'avais jamais vu ça avant. Est-ce que vous avez trouvé? Pas sûr. On va continuer en tout cas à poser la question sur la brocante. On va voir si quelqu'un connaît. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Il s'agit de deviner ce que c'est. Prenez-le. Pour la musique, peut-être. Pour la musique? Montrez-moi comment ça marcherait. Je sais pas. Soit tourner, soit... Ah non. Il faut mettre un truc à l'intérieur et pousser. Ça, on est d'accord. Peut-être pour casser des fruits. Pour casser des fruits, montrez-moi comment vous feriez. Je sais pas. Hein. On met ici, on met quelque chose là-dedans. Ah, ça, c'est un moulin à poivre? Non, c'est pas un moulin à poivre. Le tabac? Pour le tabac? Non. Non plus. Ça me fait penser à un truc pour sortir les noyaux des cerises, mais je pense pas que c'est ça. J'y aurais pas pensé, mais c'est pas ça. Je vous remercie. Avec plaisir. On vous donnera la réponse tout à l'heure. Ça va. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir, vous aussi. Toujours pas de bonne réponse, mais je ne laisse pas tomber, je rejouerai avec les chineurs dans quelques minutes. La Belgique est peut-être un petit pays, mais c'est une grande terre de Chine. À Ciney, par exemple, à une centaine de kilomètres de Bruxelles, se trouve la plus grande brocante belge. Plus de 700 exposants professionnels. De quoi nous faire tourner la tête, non? Eh bien, pour ne pas la perdre, je vous propose d'y aller accompagné d'un professionnel, David, qui va nous aider à bien négocier et à garder surtout la tête froide face à toutes les bonnes affaires. À 70 km de Namur se trouve la petite ville de Ciney. Chaque année, les chineurs du monde entier se retrouvent pour le plus grand déballage marchand de Belgique. Parmi eux, David Libot, venu de Bruxelles pour l'occasion. Ça vaut la peine de venir, c'est ici qu'on peut trouver des petits trésors si on a de la chance, parce qu'il y a beaucoup même de marchands, brocanteurs, qui gardent un peu de marchandises pour les collectionneurs, qui voient 2 fois par an ici. C'est vraiment le bon endroit, de place to be. David va être notre guide pour une leçon de Chine version belge. Premier arrêt pour notre spécialiste sur ce stand de médailles. Toutes semblent identiques, ou presque. Ici, il y a une qui est très très belle par rapport aux autres, qui est beaucoup plus rare. Ça, c'est une très belle médaille sur le Congo belge. Car en Belgique, on chine local. Et jusqu'en 1960, le Congo a été une colonie belge. À l'époque, de nombreux objets ont été édités en témoignage de cette période. Le sujet que moi je trouve très très sympa, on voit une maternité noire, le petit enfant avec sa maman. Derrière, le travail des Africains dans la forêt. Je vois que le sculpteur, c'est un sculpteur connu, c'est Brunet. Donc c'est une médaille commémorative pour les 50 ans de la Société forestière, 1906-1956. Donc qui a été tirée probablement à très peu d'exemplaires. Donc c'est une médaille en bronze, et celle-ci elle est très belle. Elle est bien dans son jus, pas frottée, ça c'est très bien. Parce que souvent ils ont le malheur, les brocanteurs, de faire blinquer leur médaille, et alors ils enlèvent toute la patine. Tandis que celle-ci elle est bien dans son jus, très important. Des objets de plus en plus rares en brocante. David, spécialiste de cette période, a bien l'intention de l'acheter. Et en Belgique, comme en France, n'hésitez pas à négocier. J'ai vu une belle médaille là. Ça coûte combien celle-là? 100 € celle-là. Ah oui? Et le meilleur prix ce serait 80. quoi? Et si je donne 50, ça ne va pas? C'est un peu juste. Non? Allez, 70 pour vous faire plaisir. 60 alors? Allez, c'est bon. Allez, c'est gentil. Prends-la, 60. Merci beaucoup. Merci mamie. Une bague. Il est 13h45 quand David change de direction et file rejoindre une longue queue de chineurs impatients. Car le vrai rendez-vous de Ciney, celui que tous attendent, se passe derrière ces grilles à partir de 14h.
Ça va ouvrir dans 5-10 minutes, c'est le déballage au cul du camion. Et là, on peut trouver des trésors. Si certains préfèrent courir, David a une technique bien à lui. Après avoir fait un rapide tour, il choisit de se poster derrière un camion qui lui semble très prometteur et de ne plus bouger. Je vois qu'il y a des chouettes objets, donc c'est probablement un marchand qui a fait vidage dans une belle maison. Autant rester ici et regarder ce qui se passe. Et ça paye. Ça, c'est une très très belle valise en croco des années 30-40 qui est restée vraiment comme neuve. Quand on l'ouvre, il y a un ensemble sublime en argent qui s'appelle chez nous un baies-en-ville. Donc ça, c'est un nécessaire de toilette. Ici, elle a l'air tout à fait complète, ce qui est vraiment rare. Donc déjà, ce qui est bien quand on regarde par exemple ce flacon, ça raconte vraiment toute une histoire. Ça a appartenu à une certaine Marthe. Tous les flacons sont à son nom. Donc c'est probablement ce qu'elle a reçu à son mariage. Donc ce qui aurait été bien d'avoir en plus, c'est un nom de famille, ce qui donne toujours une plus-value à un objet, surtout si on peut retrouver que c'est une famille noble. Ça, il faut toujours regarder aussi, quand on ouvre, que les bouchons des flacons soient intacts, pas cassés ou pas manquants. L'intérieur tout à fait intact aussi. On voit ici, on peut passer son doigt pour sentir si c'est pas cassé. Ce petit bijou en parfait état a tout de même un prix, 900 €. Voilà, donc 900 € c'est une somme, mais ne fût-ce que la valise ici que vous voyez en croco. Si on doit demander à une grande maison de maroquinerie de faire une valise comme ça va coûter plus de 10 000 € facilement. Donc je crois que c'est un très bon achat pour l'extérieur et pour l'intérieur. Et quand c'est de cette qualité-là, même s'il n'y avait eu que 3 flacons, c'est tellement beau, on peut les vendre même séparément. Quelqu'un qui achète ça pour revendre, ben, il vend les flacons à part si ce n'est pas complet. Il vend la valise à part, il vend les objets en argent à part. Face à un tel objet, selon notre expert, vous pouvez dépenser jusqu'à 2000 €. Sans bouger de l'étal, David continue à faire son marché. Au premier coup d'œil, il reconnaît le design de cette petite corbeille. Ça, c'est très sympa, c'est une corbeille, c'est 19e, c'est probablement russe. Des objets souvent faits en argent, et pour en être certain, il suffit de frotter. Alors là, c'est tout à fait oxydé. Et si on frotte ici, par exemple, un tout petit peu, on voit déjà l'argent qui apparaît. Et si on prend la peine de bien nettoyer, on va trouver un poinçon russe, quelque part, mais où, je ne sais pas. C'est des fines lamelles d'argent, ou du fil ici, là c'est du fil, on le voit bien, qui sont entremêlés comme ça, qui sont soudés vraiment d'une finesse incroyable. Elle n'est pas abîmée, très bel état, très très bel objet. Ça par contre, il faut la nettoyer pour la faire briller. Alors là, c'est sublime. Combien ça coûte cet objet? 60. 60 €. Ben voilà, c'est un prix très correct, très sympa. Voilà, donc ça je vais l'acheter, je ne vais même pas discuter le prix. Parfois, il faut savoir saisir les bonnes occasions comme elles sont. Maintenant, peut-être il n'y aurait eu rien du tout dans le camion, j'aurais attendu 1 heure pour rien, mais aujourd'hui ça a payé. Donc c'est bien, je suis content. Bonne Chine. Notre brocanteur part de ciné, les bras chargés. Shaking, we're staying alive, staying alive. Staying alive. L'énigme de l'objet mystère du jour n'est visiblement pas très facile à résoudre. On m'a dit manche de parapluie, bilboquet, dénoyauteur à cerises. C'est absolument pas ça. Alors je crois qu'il est temps de vous donner un premier indice. Eh bien figurez-vous que cet objet va vous permettre de conserver quelque chose bien plus longtemps. Ça vous aide, non? Continuez à chercher. Bonjour monsieur. Regardez, j'ai trouvé ceci sur la brocante. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Tirelire. Une tirelire? Non, pas. Ah non. Bon, regardez, on met une pièce, elle sort tout de suite. Quelque chose pour un charpentier peut-être? Pour un charpentier, pas du tout. Non? C'est pour tout le monde. Usage quotidien. Dans la cuisine? Oui. Je vais vous donner un indice. Oui. Avec cet objet, on peut conserver quelque chose plus longtemps. Conserver quelque chose plus longtemps? Ah non, là ça ne vous aide pas? Même pas. Des feuilles, quelque chose, des légumes? Non, pas du tout.
C'est un truc de dingue, hein? Oui, hein? Mais on trouve ici des trucs de dingue, alors je comprends, non, je sais pas. Pour conserver, j'ai aucune idée. Un aliment? C'est dans le même registre, oui. Pour mettre quelque chose sous vide. Continuez? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez me dire ou pas? Je vais pas vous le dire tout de suite, mais c'est d'accord. promis qu'on vous le dit tout à l'heure. Ah, ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Bon, mon premier indice n'aura pas tellement aidé les chineurs belges. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, je referai une tentative tout à l'heure. Tout chineur sachant chiner se doit de venir jusqu'ici, un petit peu au-dessus de la place du jeu de balle. Nous sommes dans la rue Haute et je vous emmène maintenant dans le temple du design du XXe siècle. C'est un ancien cinéma reconverti en brocante sur 4 étages. Pas mal, non? Et on va rencontrer Stéphane. Il va tout nous faire découvrir sur les luminaires des années 50 aux années 80. Venez avec moi, vous allez voir, c'est littéralement éblouissant. Bonjour. Bonjour Églantine. Stéphane, vous allez bien? Super bien. Oh bah attendez, très bien. Alors quand on arrive dans votre brocante, hein, c'est impressionnant tout ce que vous avez. En fait, on pourrait parler de tout chez vous. Oui, il y a moyen de parler de pas mal de choses. Bon. Oui, grand espace, donc beaucoup d'objets. Ah oui, c'est magnifique. Alors moi, je m'intéresse aux luminaires dits vintage, c'est-à-dire des années 50, 70 à peu près. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? Ce qui est tellement particulier, justement, c'est la forme. C'est-à-dire qu'à partir de ces années-là, ils n'ont pas suivi le vieil adage qui voulait qu'une lampe ressemble à une lampe. C'est-à-dire un pied, la un fonction n'induisait pas la forme. Les formes se sont libérées complètement. On est parti sur des choses complètement folles. Une lampe brochée, voilà, on n'a plus besoin d'un abat-jour, d'un pied de lampe. L'imagination est débridée. Et les matériaux qu'ils ont découverts à l'époque et les techniques de fabrication permettaient de partir un peu dans plein de choses différentes. Donc toutes les voies possibles. C'est plus facile, par exemple, de faire des sculptures, parce que ça ressemble à une sculpture. C'est un objet lampe sculpture de Rougier, un artiste français. C'est en plastique. Voilà, il l'a voulu un peu iriser, comme l'intérieur d'un coquillage. Ah, c'est du plastique. Alors, il y en a une que je vois derrière vous, que je reconnais tout de suite. C'est la fameuse lampe Pipistrelle. Pipistrelle de Gaeo Lenti, ça c'est vraiment un best-seller du design. Oui. Donc, Pipistrelle veut dire chauve-souris en italien. Oui. Voilà, c'est censé imiter le vol d'une chauve-souris qui déploie ses ailes. C'est ça, quand on se met comme ça, effectivement, on voit les ailes de chauve-souris. Voilà. Toujours faire attention avec cette lampe. Elle a un petit défaut, le socket électrique dans lequel vient l'ampoule est assez près du plastique. Donc souvent, c'est fondu là. Donc voilà, pour m'être déjà fait piéger, si je peux donner un conseil, vérifiez toujours le dessus de la lampe. Que ça n'a si pas la brûlé. personne qui la possédait avant a mis des ampoules un peu trop fortes, il y a des chances qu'elles soient un peu abîmées là. Elles sont copiées, ces lampes? Il y a des faux? Il y a des faux, oui. Et il y a un moyen de le repérer ou pas? Malheureusement, les gens qui font des faux vont jusqu'à faire les stickers ou les estampilles. Essayez de voir les petites traces d'usure qui sont autant de gages de... Voilà, comme celle-ci, par exemple. Voilà, le bord de chrome est très légèrement piqué. Bon, voilà, pour avoir cet effet-là, effectivement, il faut qu'elle ait un peu de bouteille. C'est ça. Mais alors, quand on les trouve aujourd'hui neuves dans le commerce, elles sont quand même assez chères. C'est 1 200 €, c'est 1 400. Voilà, oui. Et vous, une lampe comme ça, vous la vendez à quel prix? Elle est affichée à 900 €. Ah, ça veut dire affiché, c'est négociable. C'est malheureusement toujours négociable chez Pas nous. Malheureusement, c'est ça, la brocante. Alors maintenant, je vois qu'il y a plein d'autres choses chez vous. Je suis sûre que vous aussi, vous l'avez repéré. C'est quand même assez étonnant, ça. Ce sont donc des lampes fixées. Ça, c'est des lampes américaines. C'est ce qu'ils appellent des tension lamps, donc des lampes de tension qui se fixent en tension entre le sol et le plafond. Ou alors un objet, ici je l'ai mis sur un parce que les plafonds sont assez hauts. Ça veut dire que c'est réglable en hauteur? C'est réglable vous avez un piston à l'intérieur qui donne environ 25 ou 30 cm de jeu. Et ça se vend par paire, c'est ça? Celle-ci, je suis assez fier de moi, j'ai trouvé la paire. En général, ça se vend un peu comme on les trouve. On ne les voit pas beaucoup en Europe parce que c'est un système de lampe qui a été fabriqué aux États-Unis et très peu importé en Europe. Vous les vendez ensemble, là, ou séparément? Quand j'ai une paire, oui, je vends la paire. À quel prix? 1475. D'accord.
y a énormément de choses à chiner, donc on reviendra. Tout le monde vient à Bruxelles pour chiner. Merci beaucoup en tout cas de votre accueil. Pas de problème. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous aimez le chocolat? Moi, c'est mon péché mignon. Mais à côté de celui qu'on va rencontrer maintenant, je fais vraiment figure de piètre amatrice. Dany collectionne tout ce qui a trait à l'univers du chocolat, qui, comme vous le savez, est une spécialité belge. Direction Grimbergen, dans le nord de la Belgique, pour notre séquence collectionneur placée sous le signe de la gourmandise. Direction Grimbergen, en Belgique. Nous ne sommes pas ici pour l'abbaye, ni pour la célèbre bière, mais pour Dany, un Grimbergeois et grand amateur de chocolat. Depuis tout petit, je mange tout le temps du chocolat. J'en mange tous les jours, comme certainement beaucoup de Belges, et tout bon Belge mange du chocolat. Bien plus qu'une affaire de goût, le chocolat est pour Dany une passion dévorante qui l'a amené à collectionner depuis 20 ans tous les objets liés à son histoire belge. Voilà, ici c'est mon antre, ma collection. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat croque. Sa collection a démarré avec ces images que les chocolatiers glissaient dans les tablettes de chocolat. Un jour, sur une brocante, Dany est tombé sur cet album rempli d'images datant de 1939. Je regarde ça maintenant avec des yeux d'adulte, mais à ce moment-là, quand je l'ai trouvé, j'avais des yeux d'enfant, quoi. Ça m'a rappelé tout de suite mon enfance, parce que j'avais ça chez moi, certainement de mes parents. C'est quelque part un petit trésor familial, quelque part, voilà, que j'ai retrouvé sur brocante. Un trésor qu'il a chiné pour seulement 10 €. Car ces albums ont été largement diffusés et ont fait un carton dans les cours d'école. En fait, le principe de ces albums-là, ces images se trouvaient dans des bâtons de chocolat. Vous collectionnez ça, vous apposiez ça dans les albums, vous renvoyez l'album à l'usine, et vous retournez l'album cacheté par l'usine, et vous aviez en cadeau, soit bâtons de chocolat, boîtes de chocolat et autres. Avec un peu de chance, on pouvait aussi gagner des jouets, comme ce petit avion en tôle. Ça date des années 30, 40. Ça pouvait parfois se trouver sur les devantures des épiciers, des chocolatiers, mais la plupart du temps, c'était des objets cadeaux, offerts en cadeau aux enfants. On mettait un bâton de chocolat. Cet objet-là, je l'ai cherché très 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 longtemps. Et j'ai eu le bonheur, c'est vraiment un bonheur, de l'avoir trouvé sur une brocante d'école à Bruxelles. Je ne vous dis pas, ce jour-là, j'ai fait des bons. Et il n'a pas hésité à y mettre le prix. Ces objets sont très difficiles à trouver, surtout dans cet état-là. Et je l'ai payé 500 €. Voilà. Ce petit œuf des années 50, en revanche, ne lui a coûté que 10 € et lui a réservé une belle surprise. Je l'ai pris en main, j'ai secoué, j'ai dit « qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans ?» Ma surprise, en ouvrant, c'est un petit nécessaire à coudre. Voilà. Vous voyez, un dé à coudre, vous avez le fil à coudre, vous avez les aiguilles, l'épingle à sûreté. Donc voilà, ce que certaines mamans avaient dans leur sac. C'est à la fois un cadeau, mais à la fois un petit truc qui peut être très pratique. Vous avez toujours un plaisir d'aller chiner et de découvrir des choses que vous n'imaginez même pas. Après-guerre, les marques ont multiplié les offensives publicitaires. Pour attirer la clientèle, elles plaçaient dans les épiceries ce genre d'appareils à monnayeur, les ancêtres des distributeurs de boules surprises. Il suffit tout simplement de mettre une pièce d'un franc, ici, voilà le mécanisme. Vous tournez. Voilà, une petite bille apparaît ici. Suivant la couleur de la bille, l'épicier ou le chocolatier, vous fournissez ce que vous avez gagné d'après votre bille. Et voilà. C'était pour attirer les enfants, naturellement. Bon, c'est leur petit plaisir. Vraiment, j'ai gagné ça, j'ai gagné ça. C'est surtout pour le fait de gagner quelque chose avec cet appareil-là. C'est ici un cache-pot, parfois pour faire plaisir à maman, ou un portrait du roi, peut-être à papa. Le petit plaisir de l'enfant qui dit j'ai gagné, j'ai gagné. C'est un petit peu comme à la foire, hein. C'est ce plaisir-là. Dany a aussi chiné des distributeurs de chocolat des années 60-70, qu'on plaçait dans les gares, les piscines ou les cinémas. Ces distributeurs étaient vides, mais Dany a retrouvé des barres chocolatées d'époque sur une brocante, mais pas question d'y goûter.
Il faut préserver ça, c'est un patrimoine, hein. Il faut préserver ça, ça c'est sûr. Pour moi, c'est un trésor. Trouver en une fois autant de tablettes de chocolat, c'est des années 50, début 60, c'est impossible encore à trouver, je pense. Dans cet état-là, en tout cas, avec les images, ça m'a fait tout de suite penser à mes albums que je collectionne. Il y a les contes de Perrault, le Gulliver, le voyage du Gulliver. Formidable, pour moi, c'est le loto, voilà. Malgré sa rareté, ce lot chiné pour seulement 50 € n'est pas le clou de sa collection. Le Graal de Dany, c'est ce grenadier. L'automate se trouvait sur le stand de la marque Victoria à l'exposition universelle de 1958. C'est là que se bousculaient tous les enfants, car il y avait gros à gagner. Les enfants pouvaient participer à un concours. Tous les jours, un nom était tiré au sort, et l'enfant tiré au sort gagnait son propre poids en chocolat, confiserie, bonbons. Donc vous imaginez l'apport publicitaire que ça fait. Et alors l'enfant qui veut absolument aller là, pas à d'autres marques. La tentation est trop grande de pouvoir gagner son propre poids en chocolat, vous imaginez l'enfant. Dany, lui, a gagné son poids en émotion. Je n'ai jamais vu cet objet-là ailleurs. C'est hyper rare. J'ai dû quand même me donner 1000 € pour cet objet-là. Ça ne m'a pas fait mal au ventre de le donner, ça c'est sûr. Parce que c'est vraiment l'objet phare de ma collection et j'en suis très fier. Au fil de ses trouvailles, notre collectionneur réécrit le livre de son enfance, Dany et la chocolaterie. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Je suis maintenant à quelques mètres à peine de la place du jeu de balle et je vous emmène à la rencontre de Caroline, une ancienne fleuriste qui a ouvert une brocante digne des plus belles cuisines de nos grands-mères. Avec leurs tables en formica, leur vaisselle arcopale et leurs petits napperons brodés, ces cuisines connaissent aujourd'hui un vrai regain de succès en Belgique, mais pas seulement, ça vaut vraiment le coup d'y aller. If you wake up, don't want to smile. If it takes just a little while. Open your eyes, look at the day. You'll see things in a different way. Bonjour Caroline. Bonjour. Oh, dites donc, je vois que la fleuriste en vous n'a pas tout à fait renoncé à son premier métier. Tout à fait. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je reconnais exactement les cuisines dans lesquelles j'allais à la campagne chez mes grands-parents quand j'étais petite. Ça, c'est un vrai souvenir. L'arcopale. C'est la vaisselle arcopale, c'est ça? Tout à fait. On a tous eu ça dans nos cantines. C'est les années 70? Ce motif-là, c'est les années 70, vous avez raison. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du verre opalin, c'est ça? Tout à fait. C'était fabriqué par la verrerie Arc. Arc International, oui. Et vous savez pourquoi il a eu autant de succès dans les cantines? Eh bien, parce qu'il était très solide et très facile à entretenir. Du coup, ça passait au lave-vaisselle sans aucun problème. Et ça se cassait pas en plein de petits... Pour un modèle qui leur rappelle des souvenirs. C'est vraiment le côté nostalgique des brocantes. Exactement. Ça se vend à quel prix à peu près, cette vaisselle La aujourd'hui? tasse que vous tenez en main est vendue 4,50 € avec sa soucoupe. Et un grand plat? Alors, celui-ci est dans les 20 €. Et il n'y avait jamais de taches à l'intérieur, ça se nettoie très bien? Si, il y a des taches à l'intérieur pour certains qui sont passés au four et qui ont des marques de nourriture carbonisée en fait. Vous avez un truc, vous, personnel, pour enlever ça sans abîmer? Le bicarbonate de soude fonctionne très très bien. Pas mal. Tasse arcopale, motif rose-rouge. Fabrication dans les années 70. Estimation environ 5 €. Conseil d'expert. Le verre opalin supporte les très hautes températures. Il résiste donc très bien aux micro-ondes et aux machines à laver. Holly came from Miami, FLA. Moi, je trouve qu'on se sent bien dans ces cuisines à l'ancienne. Très bonne journée, Caroline. Bonne balade, au revoir. Au revoir.
On the way, you shove her legs and handy with a she says, hey babe, take a walk on the white side. Said, hey honey, take a walk on the white side. Comme vous le savez, chaque semaine, dans Jour de Brocante, on vous emmène dans des gîtes ou des maisons d'hôtes entièrement meublées brocante. Et bien cette semaine, pour ce spécial Belgique, nous allons à Liège chez Tante Alice, une maison d'hôtes remplie d'objets chinés depuis plus de 40 ans. C'est dans le petit village de Haye, à quelques kilomètres de Liège, en Belgique, que Marie-France et son mari ont choisi d'ouvrir leur maison d'hôte chez Tante Alice, du prénom de l'une de leurs tantes, ancienne propriétaire de la maison. Avec une passion commune pour la Chine, ce fut une évidence pour le couple de décorer la maison avec leurs trouvailles de brocante. On a toujours chiné, ramassé tout ce qui pouvait encore servir, tout ce qui était blessé le long de la route, on ramassait, que ce soit un vieux fauteuil, une vieille chaise, une vieille lampe, redonner une vie. Et tout ça fait qu'on s'est retrouvé avec un tas d'objets, l'envie d'ouvrir une chambre d'hôte, et nous nous rendons compte que tous ces objets ne nous donnent pas seulement du plaisir, mais en donnent aussi à nos hôtes, donnent une chaleur humaine à la maison. Une maison imprégnée d'un esprit brocante, mais aussi de convivialité. Car le bonheur de Marie-France passe avant tout par le plaisir de recevoir. Et ça commence dès le petit déjeuner, qu'elle prépare avec des ustensiles années 50. Pour moi, ce sont des objets qui ont une âme, donc c'est un plaisir de les utiliser parce qu'ils sont déjà passés dans les mains de quelqu'un d'autre avant. Ça, c'est une ancienne trancheuse qu'il y avait dans les épiceries. C'est un geste que je retrouve, que j'ai vu faire quand j'étais jeune. Ça, c'est une ancienne balance, donc qui est typique d'ici aussi, qui est régionale. On voit d'ailleurs le nom Liège, et qui permettait de peser les légumes. C'était mécanique. Oui, mais c'était bien fait à l'époque, hein, faut pas croire. Ces objets, Marie-France les a chinés une quinzaine d'euros. Mais ces trouvailles ne sont pas toutes aussi bon marché, comme par exemple la table du petit déjeuner. Je l'ai chiné dans les 400 euros. Et le brocanteur m'a dit que ça venait d'une cantine de carrière. Et on voit que c'est une table qui a souffert. Elle est pleine de coups de couteau, elle est pleine de vie comme je les aime. Des objets qui ont du vécu et qui deviennent matière à discussion, à commencer par le service préféré de Marie-France, sur lequel elle est intarissable. Et alors, faites attention à ce que vous allez répondre, mais ce service a le même âge que moi. C'est nouveau, oui, c'est tout à fait nouveau, oui. Donc c'est un service Bosch, donc ça aussi, je pense que ça s'est retrouvé sur beaucoup de tables en Belgique. Le modèle Atomium de 1958. Oh, j'ai avoué mon âge. Oh, mince. Un service qu'elle a longtemps cherché et qu'elle a finalement trouvé en salle des ventes. Et là, l'estimation était à 65 euros, mais le commissaire-priseur a de suite commencé à 90 euros. Donc quelqu'un a mis 100 euros dessus, moi j'ai levé la main 110, et puis plus rien. Plus rien. 1, 2, 3, adjugé. Mon petit neveu qui était avec moi voyait bien que je l'avais obtenu, et il m'a dit « Ah, super, t'as gagné. » Mais je dis « Oui, mais il faut que je le paye quand même, hein, maintenant. » Avec une affection toute particulière pour les objets de la région, Marie-France a chiné un majestueux escalier industriel. Un clin d'œil à Liège, autrefois réputé pour sa production métallurgique. C'est un escalier que nous avons trouvé dans une ancienne boucherie d'Outremeuse et c'était typique des petits magasins. L'escalier se trouvait au fond du magasin et permettait d'accéder aux pièces de vie à l'étage. Ça se monte comme un mécano et quand nous l'avons acheté, il était démonté. Donc chaque marche était posée au sol et nous l'avons reconstruit, mais vraiment comme un jeu d'enfant autour d'un pylône central que nous avons fixé au sol. Et nous avons dû le payer, l'équivalent, c'était toujours en francs belges, de 800 euros. Généralement, quand j'achète un objet, c'est un coup de cœur. Et puis après, je lui trouve une place dans mon intérieur. L'un de ses coups de cœur a justement trouvé une place de choix dans le salon. C'est quelque chose qu'on a trouvé dans un grenier, dans un vide-maison. Et on est tombé sur cette vieille publicité qui, au miracle, fonctionne toujours.
Et ça, c'est aussi nostalgie de mon enfance, puisque c'est une marque de cigarillo ou de cigares hollandais. Donc ce qui me plaît dans cet objet, c'est la publicité, ça m'interpelle toujours, et le néon qui fonctionne toujours, évidemment. Ça, c'est superbe. Marie-France aime les objets publicitaires et notamment les plaques émaillées qu'elle a placardées sur presque tous les murs de la maison. Il n'y a pas que les plaques qu'elle dispose comme des tableaux. Les anciennes cartes scolaires ont elles aussi leur place sur les murs. Oui, on se sent un peu à l'école. Il y a une ancienne carte que mon beau-fils m'a donnée. Ça, c'est le genre de cadeau que j'apprécie, les vieux trucs. C'est amusant parce que l'autre jour, j'ai eu un instituteur qui m'a dit « Waouh, c'est comme on avait dans notre classe. » Et j'en ai jeté des dizaines. Je dis « Attendez, vous avez jeté ça ?» Ben oui, il me dit, mais je dis ça a de la valeur maintenant. Oh, c'est dommage. Et je trouve ça magnifique. Donc pour moi, ça ne peut être que suspendu à un mur. Et dans cette chambre, la carte d'écolier a donné le ton, car elle côtoie un ancien pupitre, une chaise de bureau, ou encore ce globe des années 60, chiné pour une trentaine d'euros. J'aime bien la symbolique du globe, j'aime bien... Je dis souvent que je fais un voyage immobile. Parfois, j'ai des gens qui viennent du bout du monde, qui me racontent leur vie en Australie, en Alaska, et j'ai l'impression d'y être, parce que ce qu'ils me racontent est vraiment du vécu. Et c'est un peu la même chose avec les objets, je remonte le temps. Je crois qu'il est temps de retenter ma chance avec l'objet mystère. Visiblement, le premier indice n'a pas suffi. J'ai bien expliqué pourtant qu'il s'agissait de pouvoir conserver quelque chose. Je vais donc passer au deuxième indice, à savoir qu'il y a un piston qui permet de pousser quelque chose. On va voir si les chineurs s'en sortent mieux ainsi. On a le droit de le tripatouiller. Bien sûr. Allez-y, n'hésitez pas. Je dirais un presse-légumes, quelque chose comme ça? Un presse-légumes, non. Oui, alors ce que je vous propose, je tiens votre café. Ok, très bien. Je tiens votre téléphone, je vous prie que je vous rends tout. Allez-y, vous avez le droit de le manipuler. Un tire-bouchon. Un tire-bouchon, montrez-moi comment ça marcherait. Je sais pas, c'était peut-être une poignée de porte ou un... Ça appartient pas à un meuble? Pas du tout. C'est ça, un tire-bouchon. C'est pas un tire-bouchon. Comment voulez-vous tirer un bouchon avec ça? On ne peut pas le tirer, le bouchon, avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un tire-bouchon. Ah, vous persistez, c'est un tire-bouchon. Un ancien pressail? Non? Pas du tout. Attendez. Pas simple, hein, malgré l'indice. Pourtant, je cuisine, hein, mais vraiment aucune idée. Mais il manque quelque chose aussi. Il manque quelque chose? Mais vous êtes tout proche. À mon idée, c'est un tire-bouchon. C'est un tire-bouchon. Monsieur a décidé que c'était un tire-bouchon. Vous ne croyez pas? C'est mon idée. On va rester sur cette idée. Merci, monsieur. Merci. Eh bien, malgré mes deux indices, mon objet mystère le sera resté jusqu'au bout. Rendez-vous tout à l'heure avec le brocanteur qui me l'a prêté pour la solution de l'énigme. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy, American boy. Nous poursuivons notre tour des brocantes belges. Mais comme vous le savez, la brocante n'a pas de frontières. Et dans cette capitale cosmopolite, Stéphane a ouvert une boutique entièrement dédiée aux objets américains. Vous voulez découvrir avec moi l'American Way of Life vintage? Come on! Hi Stéphane! Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Ah c'est vrai, pardon. Deux. C'est une ici. Eh ben, dites-moi, j'admire votre boutique. Alors vous, c'est vraiment que des objets qui viennent des États-Unis? Quasi, ouais, 80%. Alors qu'est-ce qui vous amuse dans ces objets? Montrez-moi. Alors voilà, on est dans l'univers américain, l'univers du jeu. Oui, le jeu et le tir surtout, évidemment les armes surtout. Ah, je pensais pas qu'il y avait vraiment une bille dedans. Non, il y en a. C'est vrai? Attendez. Non. Oh, je suis nulle. Comme ça, on est deux déjà. C'est très drôle un jeu comme ça. Vous avez trouvé ça où? Et là au-dessus, ça j'ai acheté ça au Texas. Souvent, tout ce qui est jeu avec des manipulations d'armes à feu est souvent plutôt au-dessus des États-Unis. Au-dessus, il y avait des chewing-gums. On les voit pas parce que je les ai tous mangés. C'est vrai. Mais ouais, c'est ça. On gagnait les chewing-gums. Quand on touche une cible, on gagne un chewing-gum. L'amour, mon vieux, c'est tout comme des bubble gum.
Ça, j'adore, c'est formidable. Et vous les avez pas mangés, tous ces chewing-gums-là? Pas encore tous, j'essaye. Alors c'est vrai que pour l'instant, on voit des choses qui sont dans un univers assez ludique. Oui, oui, oui. Mais les Américains aiment aussi les beaux matériaux comme ceci. Moi, j'adore les barres. Oui. Attendez, je m'installe. Hein. Installez-vous, je vous en prie. C'est quoi? C'est de l'acajou? C'est de l'acajou. C'est des années 40, ce qu'ils appellent l'art déco, en fait. Qui est les années 40 chez eux, alors que chez nous, c'est les années 30. C'est des formes très arrondies, un peu... ça fait penser à la Floride, à Miami et des choses comme ça. Toujours beaucoup de lumière. Donc, en dessous, il y a un bac à lumière et des néons. Ah oui, mais vous avez ramené les deux pièces qui vont ensemble. Oui, tout à fait. Les États-Unis, c'est un sacré truc à ramener. Mais je ne les ramène pas sur mon dos, je les ramène en J'espère conteneur, bien, on emballe, on démonte, et voilà. Alors, combien peut coûter un bar américain comme ça, complet? 1850 €. L'ensemble? Bien sûr, oui. Mais c'est pas si cher. Le comptoir et les 3 tabourets. Oui. Ah, je m'attendais à beaucoup plus. Avec les 3 tabourets? Oui. À la base, ça dépend fort de nos prix d'achat. Pour eux, ça, c'est trop grand pour un appartement là-bas. Et pourtant, ça fait partie de leur culture, de leur histoire. Mais ils ne placent plus chez eux. Donc, ils ont une tendance à beaucoup plus vite se débarrasser de ça que de ceci, quoi, en fait. Ah, c'est vraiment une question de goût. J'imagine que nous, les Belges ou les Français, on vient plutôt chercher ce genre de choses. Oui, tout à fait. C'est bien, on a de la chance, ça tombe bien. Alors, il y a quelque chose, voilà. Moi, quand j'étais petite, j'étais amoureuse de Goldorak. Oui, ben, il a bien de la chance. Mais je n'avais pas ce genre de choses. J'ai le droit de monter dessus. Bien sûr. Oh, moi jamais pas, fait. Mais vous, oui. Jamais fait. Figurez-vous que j'habitais en Guadeloupe et on n'avait pas ce genre de choses. À l'âge où j'avais le droit d'y monter. J'ai un peu grandi quand même. Oh, mais ça fonctionne? Ouais, les deux manettes en même temps, vous poussez. Mais il faut laisser le doigt dessus. Ouais. Génial. Ça va beaucoup plus Fulgure loin. au point. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre. Et ça, vous le vendez à quel prix? Ouais, ça, c'est censuré quasi. Hein. C'est vrai. Ça, je revends ça à 6 800 €. Vous allez me demander pourquoi? Ben, simplement parce que je me suis un peu laissé aller. Vous vous êtes emballé vous-même? Je me suis emballé moi-même et voilà, maintenant il faut que j'assume. Je me suis laissé un peu aller, mais c'est un super... Stéphane, je vous comprends, j'aurais craqué aussi. Mais en tout cas, bravo, parce que... Déjà, on est deux, c'est bien. Voilà. Donc, la brocante américaine en Belgique, franchement, c'est très sympathique. Merci beaucoup, Stéphane. C'est moi. C'était un plaisir. Au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, j'en étais sûre. Personne n'a pu résoudre l'énigme de mon objet mystère. Et pourtant, j'ai quand même donné 2 indices. Le premier, grâce à cet objet, vous pouvez conserver quelque chose plus longtemps. Deuxième indice, il faut utiliser ce piston, après avoir mis quelque chose dedans, le repousser et l'objet en question ressort par ici. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est Alain qui m'a prêté cet objet qui va tout nous dire. Me revoilà, Alain. Bonjour, Glantine. Bien, je peux vous dire que ça a marché. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, personne n'a trouvé. Et là, je vais vous laisser la responsabilité de nous expliquer comment ça marche. Ici, c'est une bouchonneuse, c'est pour mettre des bouchons. Une bouchonneuse. Pour mettre des bouchons, donc tout simplement dans les bouteilles. Pour reboucher des bouteilles. Pour reboucher des bouteilles. Donc, on le met sur une bouteille. Et on l'enfonce. Et on pousse. Et voilà votre bouteille bouchonnée. Ça s'appelle donc une bouchonneuse. Une bouchonneuse. Vous le vendriez combien? 35 ou 40 €. Ça datait de quand, cet objet? Des années 50. Années 50? C'est difficile à donner une date. Mais ça a complètement disparu, personne ne voyait ça. Mais j'en ai une collection. Hein. Ah, vous êtes collectionneur des bouchonneuses? Oui. Ça a bien fait jouer les chineurs sur la brocante. Ça va. Merci beaucoup, Alain. S'il vous plaît. Merci. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aussi. Et voilà, nous arrivons au terme de ce jour de brocante spéciale Belgique. Mais je crois que vous avez encore plus d'informations pour devenir dorénavant les rois de la Chine, à la fois en France, mais aussi en Belgique. Je vous donne rendez-vous comme tous les week-ends aux côtés de Bernard Poirette sur RTL. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À bientôt.